Le plateau de Sport Sud, merci d'être fidèle au rendez-vous de votre magazine sportif du lundi soir en ce 6 juin 2011. Riche programme ce soir avec un retour sur la 12e édition des Méandres du Gardon, la course d'orientation, la Reine Nature, organisée, c'était hier dimanche. On reviendra également sur l'actualité rugbystique avec notamment la finale du top 14 perdue par Montpellier face au Stade Toulousain. C'était samedi soir, 15-10, défaite pour Montpellier qui s'est bien battu en finale. RCNG face à Rodez 17-12, ce sera dans la deuxième partie de cette émission en présence du centre du RCNG, Laurent Diomandé. Enfin, l'autre temps fort de ce week-end sportif dans le Gard, c'est bien évidemment la très belle victoire des handballeurs de l'USAM Nîmes-Gard qui s'est imposée samedi soir au Parnasse face à l'équipe d'Ivry. Mais avant cela, un mot de football. Le championnat de France n'est pas totalement terminé, alors que vous le savez, les périodes de mercato débuté du côté des footballeurs professionnels. On va jeter un coup d'œil sur la dernière journée du championnat de France de CFA2 dans le groupe E. Un groupe, vous le savez, qui concerne très largement la réserve du Nîmes Olympique et puis d'autres équipes méridionales. Une victoire samedi en fin d'après-midi de Furiani Alia sur une autre équipe corse. Borgo s'est imposée à Corté, 4-1 dans ce derby de l'île de Beauté. S'impose 3-1 devant la réserve du Nîmes Olympique qui disputait son dernier match de la saison après la finale de la Coupe Garloser perdue 2-0 face à l'équipe d'Aigues-Mortes. Autre victoire à l'extérieur pour La Valette qui s'impose. Victoire nette des Phocéens de Marseille Consola, 3-0 face à Bagnoles-Pont, l'autre équipe gardoise de ce groupe E de CFA2. Un gros carton pour l'équipe de la Trinité-sur-Mer, 7-0 Raphaël. Bastia partage les points 2 buts partout avec l'équipe de Calvi. Enfin, Toulon s'impose sur le terrain de Montpellier, 2-0. Le MHSC qui donc est, je vous le rappelle, l'équipe réserve, la réserve professionnelle de l'équipe de Montpellier. Au niveau du classement final de ce groupe E de CFA2 version 2, eh bien, le titre, l'équipe de Calvi qui compte 3 points d'avance sur celle de Marseille Consola, 3 points qui finit deuxième. L'équipe réserve du Nîmes Olympique trouve à la 3e place avec 10 points de retard sur Marseille Consola, 75 points pour la réserve du Nîmes Olympique avec 2 longueurs d'avance sur l'équipe de Toulon et sur la réserve professionnelle de Montpellier. Nice finit ce championnat à la 6e place avec 71 points avec 1 point d'avance sur Gardanne et 2 points d'avance sur un groupe Eto composé par Fréjus Saint-Raphaël, Grasse, Bastia. On retrouve Furiani Alia avec 67 points au même titre que Bagnoles-Pont. La Trinité enfin ferme la marche avec 63 points, la 15e place La Valette et 16e Borgo avec 5 holistiques de ce week-end. Et les résultats des équipes corses engagées dans ce groupe E de CFA2. Sachez que l'un des joueurs professionnels du Nîmes Olympique, Johan Bocognano, aujourd'hui c'est un... Il ne s'agit pas de l'équipe qui vient de monter en Ligue 1, mais bel et bien du... Par conséquent, l'ex-défenseur des Crocos retrouvera l'année prochaine en national cette équipe du Nîmes Olympique, puisque vous le savez, l'équipe du Gazélec d'Ajaccio qui évoluait cette saison en CFA a gagné son billet pour le national. Donc il y aura des retrouvailles l'année prochaine entre le Nîmes Olympique et le défenseur Johan Bocognano. On va revenir sur l'un des temps forts du week-end sportif dans le Gard avec un résumé de la 12e édition des Méandres du Gardon. Résumé de Villa. « 54 km de parcours pour les plus courageux. Ce week-end avait lieu la 12e édition du Reine Nature des Méandres du Gardon et malgré la pluie, plus de 700 participants étaient au rendez-vous à Colias. Compliqué donc pour l'organisation de prévoir cette journée. Compliqué par l'accumulation d'épreuves. Donc c'est comme si on nous organisait
Aux orientations seules, et c'est l'enchaînement des épreuves qui crée la difficulté. C'est la 12e édition du raid et en 12 ans, les tracés ont toujours été différents, que ce soit en VTT, en course d'orientation ou en trail. Donc c'est un travail qui est fait en commun avec le club Gare Orientation et la base de plein air de la ville de Nîmes où nous sommes actuellement, qui nous reçoit à l'arrivée, qui s'occupe plus principalement du VTT. 2 parcours au choix étaient proposés aux coureurs, comprenant chacun une épreuve de canoë, de VTT, de trail et de course d'orientation. 2h25 pour le parcours le plus court et 3h47 pour le plus long. C'était notre premier parcours, c'était notre premier raid des méandres du Gardon. On l'a trouvé sur l'Endurance Book et sur raidnature.com. Et on est enchanté, hein. On s'est vraiment éclaté. C'est vraiment un très beau parcours. Dans les singles, c'était vraiment génial, on s'est éclaté comme des fous. Le parcours canoë est très bien aussi, on n'a pas été obligé de porter. L'arrivée au Pont du Gard est magnifique, c'est vraiment un très beau raid. Ouais. L'organisation, qui espérons-le, se fera sans averse. Et oui, les averses et la pluie qui ont considérablement perturbé les manifestations sportives et culturelles qui étaient prévues tout au long du week-end dans le Gard. En tout cas, un joli succès au niveau du nombre de participants pour ce raid nature des méandres du Gardon, édition 2011. Je l'ai évoqué en début de magazine, le grand événement sportif du week-end a été la finale du championnat de France de rugby, le fameux son apogée samedi soir du côté de Saint-Denis avec la finale qui s'est déroulée au Stade de France. Stade de France que connaît bien le Stade Toulousain, l'un des gros bras de ce championnat de France de rugby à 15. Stade de France découvert par une équipe qui est en pleine montée, pleine ascension. C'est l'équipe régionale en forme du moment dans l'élite du rugby national. Il s'agit bien évidemment de la formation montpelliéraine qui avait brillamment acquis son billet pour la finale du top 14. Finale bien évidemment des Rouges et Noirs, les fameux supporters toulousains, mais également des supporters en bleu et blanc qui avaient fait le déplacement depuis la cité montpelliéraine jusqu'à la capitale, jusqu'au port de la capitale. Je vous propose de découvrir justement un sujet d'ambiance autour de la finale de ce championnat de France. Notre équipe justement montpelliéraine a suivi ses supporters des Bleus et Blancs. Difficile de donner un chiffre, peu importe finalement le nombre de supporters qui ont fait le déplacement. Ce qui compte, c'est la qualité des hommes et des femmes dans la manière d'aborder l'événement. Ce samedi matin, il y a d'abord ceux qui n'ont pas dormi de la nuit. Ce sont les juniors du club, champions de France le dimanche d'avant. On sort de boîte là parce que nous, ça fait une semaine qu'on fête notre titre de champion de France. Et on va les fêter celui de la première maintenant. Dans le train, le calme ne dure pas longtemps. Un gentil animateur prend les choses en main. C'est bien ça, l'animateur du wagon et du train complet d'ailleurs, parce qu'on va aller de wagon en wagon pour chanter et pour mettre l'ambiance un petit peu avant le stade. Ici, Et puis il y a les expérimentés, les vieux sages comme on dit. Pour pousser une équipe, il faut d'abord bien manger. Tous les matchs quand il n'est pas là, tu joues au tiers de tes possibilités. Et là peut-être comme il n'est pas là, ils vont décupler le truc pour lui. À savoir, ça va être... Les craintes, ça serait d'en prendre 40, non? De passer pour des cons, mais pas plus que moi qui suis auvergnat, pas plus que la SM. Et voilà, et l'espoir c'est que ça se passe comme contre Paris et que... Et voilà. Dans un autre wagon, des supporters vouent un véritable culte à l'Argentin Bustos Moyano. Ils ont fabriqué 7 banderoles à son effigie. les matchs on les gagne grâce aux buteurs adverses qui sont nuls. Et voilà, et nous notre buteur quand il faut... Mignon, c'est pas Vignaski, c'est pas Telé, mais c'est le meilleur. C'est le meilleur. Bustos Moyano. C'est bon, bien, toujours les mêmes. Et puis enfin, chez les politiques, même si le président de l'agglo adore le rugby et ses valeurs. Nous aidons 22 disciplines, 12 millions à peu près d'accompagnement des clubs, plus les équipements qui sont réalisés, donc on les met dans les meilleures conditions. Et c'est aussi le récolter en quelque sorte ce qui a été semé.
Ici, c'est Montpellier, à la gare de Lyon ou au Stade de France. Tiens, encore des supporters et pas des moindres, les équipiers, ceux qui sont blessés ou ceux qui sont non sélectionnés dans le groupe. Ils ont été coupés du monde extérieur, même de nous, on n'a pas eu le droit d'aller les voir la veille. Un peu par message, tout ça, et ils sont prêts, et même ils tournent en rond là, depuis un petit moment et ils attendent que ça commence. Regardez-moi ça. Magnifique, hein. Toulouse-Montpellier, la finale, qui l'aurait cru? C'est beau, hein. Allez, il faut gagner maintenant. Aux abords du stade, le QG montpelliérain est une brasserie connue, tenue par un gars de chez nous. Reste une dernière catégorie de supporters à interviewer. Consultant d'Ovalie Hebdo sur TV Sud. On va dire qu'en tant qu'homme et supporter, on souhaite une victoire montpelliéraine, même si elle va être très très difficile. En tant que journaliste, malheureusement, on va dire trop sérieux. Bon. Allez Montpellier! Allez Montpellier! Je sais pas ce qui va se passer, mais je l'avais annoncé, il va se passer quelque chose. La suite, tout le monde la connaît. De cette belle aventure, finalement, la victoire, c'est peut-être que le MHR s'est trouvé de vrais supporters. Je l'espère, c'est vrai que ça fait plusieurs années que... Et honnêtement, même tout à Yves du Manoir, on a pu voir l'engouement qu'il y avait sur les derniers matchs, même celui de Toulon. Et ça fait plaisir d'être supporté et pas juste d'avoir des spectateurs qui viennent voir le spectacle, mais d'être supporté. Et ça nous donne encore plus de confiance et envie d'aller encore plus loin. Le MHR a planté son drapeau sur la France de l'Ovalie. Reste à savoir si une véritable terre de rugby. Et l'hommage des Montpelliérains à cette équipe du MHR qui a été un brillant finaliste face au Stade Toulousain. Défaite 15-10 de la part de cette équipe montpelliéraine qui a su poser des problèmes en tout début de match au Stade Toulousain. En tout cas, les bases d'une équipe importante sont posées pour l'équipe montpelliéraine dont on rappelle qu'une autre équipe du championnat de France de handball. Il en sera notamment question dans la dernière partie de notre émission, puisqu'on évoquera, vous le savez, l'actualité de l'USAM Nîmes-Gard, qui restera, tout comme Montpellier, dans l'élite du handball masculin français. Ce sera avec nos invités Laurent Pusségur, le coach de l'USAM, ainsi que le gardien nîmois William Hanotel. Du rugby, il en sera également question dans la deuxième partie de cette émission. Toutes les images du match aller de quart de finale entre Nîmes et Rodez. C'était hier après-midi du côté du stade Kaufmann avec notre invité. Après une courte page de publicité. Tendrissime, les boucheries authentiques. C'est la plus grande variété de viande, mais c'est aussi le plus grand choix de produits régionaux. Gardiane, Côte de Taureau et son activité traiteur. C'est également en ce moment, en exclusivité, la vente de taureaux de corrida de la Feria de Nîmes. Tendrissime, depuis 38 ans, c'est 3 adresses pour mieux vous satisfaire. À Nîmes, au marché Gare et en centre-ville. Ligne d'Estanov. Testez, vous verrez. Bonjour et bienvenue à la boucherie d'Audet, 4e génération de bouchers dans la région. Nous vous accueillons dans un nouveau magasin dans le caveau d'Héraclès sur la route nationale 113 à hauteur de Vergès. Nous avons sélectionné pour vous une viande de qualité bouchère, bœuf, veau, agneau, ainsi que du taureau race camarguaise que nous vendons toute l'année. Un rayon traiteur de l'entrée au dessert. Merci et à bientôt dans À l'occasion du passage au numérique, tout le mois de juin, profitez de promotions exceptionnelles dans votre magasin Leader Coast Nîmes Ville Active. Pour tout renseignement, appelez le 04 66 38 90 90. Spécialisé depuis 20 ans dans la vente et la location de matériel médical, Valéa Santé, c'est 3 magasins dans l'Hérault où vous trouverez tout le nécessaire pour améliorer votre bien-être
et votre confort médical à domicile. Valéa Santé vous invite à découvrir ses fauteuils releveurs multipositions à partir de 495 € et une gamme complète de scooters électriques à partir de 1090 €. C'est aussi un large choix d'accessoires salle de bain et de chaussures de confort. Valéa Santé, c'est à la fois toute la compétence d'une équipe de plus de 30 professionnels et un service de proximité. Valéa Santé, c'est 2 adresses, à Lunel et une à Montpellier. Plus d'infos au 04 67 830 408 ou sur www.valeasanté.fr. De retour sur le plateau de Sport Sud pour évoquer l'actualité rugbystique du dernier week-end avec notre invité de ce soir, le joueur du RCNG qui évolue au poste de centre, Laurent. Notre invitation, on va revenir très largement avec vous sur cette victoire hier après-midi à Kaufmann du RCNG face à Rodez, 17-12. C'était dans le cadre des quarts de finale aller de ces playoffs du championnat de France de Fédéral 2 de rugby. Victoire 17-12, mais avant cela, forcément, Laurent, une réaction par rapport à l'événement rugbystique national du week-end, la finale du top 14. Du top 14 avec Montpellier. Voilà, et cette victoire du Stade Toulousain 15-10 face à Montpellier. Sur l'avant-match, vous avez suivi cette rencontre, mais est-ce que vous avez été... J'étais agréablement surpris au vu des matchs qu'ils ont produits, que ce soit en demi-finale et au match de barrage avant. Agréablement surpris parce que c'était une équipe qui a fait une belle saison, quoi, et qui était agréable à avoir joué. Donc au final, on a retrouvé en finale les deux équipes qui produisaient le rugby le plus plaisant avec aussi Castres. Enfin, sur l'année, quoi, ça a été la récompense parce qu'ils sont allés se la chercher, quoi. Par rapport au jeu développé, la victoire de Toulouse est logique et le titre de champion. Tout à fait. C'est vrai que Montpellier les a quand même poussés dans leur dernier retranchement, mais c'est vrai que la logique a quand même été respectée, quoi. Victoire 15-10 pour le Stade Toulousain face à Montpellier. Il y avait le lendemain, après-midi, du côté du Stade de Kaufmann à Nîmes, ce rendez-vous des quarts de finale aller des playoffs de Fédéral 2, la réception de Rodez. Alors on sait que précédemment, le RCNG, votre équipe, s'était imposée face à Castel-Sarrazin, puis ensuite face à Decazeville. Est-ce qu'il y a eu, on va dire, une préparation différente? On sait que les Ruténois sont quand même d'un niveau encore plus sérieux par rapport au précédent. On savait au départ de toute façon qu'en passant des tours, les équipes sont de plus en plus fortes, quoi. Donc on essaye de rester dans une certaine constante dans la préparation tout en se mettant un petit peu en garde par rapport aux difficultés qu'on va rencontrer. C'est sûr qu'à ce niveau-là de compétition, il reste 8 équipes et on est un petit peu sur les meilleures équipes du championnat de France qui restent, quoi. Surtout avec ces matchs aller-retour où je pense que vraiment le niveau de chaque équipe, quoi. Il y a peu de surprises au final, je pense. D'un point de vue de la récupération physique, on évoquait sur ce plateau la semaine dernière avec Jean-Michel Meunier les différences de rythme au niveau du calendrier, une trêve au printemps qui a duré un petit peu plus d'1 mois, et maintenant sur la fin de saison, alors que les températures sont plus élevées, des fréquences de match très rapprochées avec match aller et retour tous les week-ends. Comment on fait pour récupérer lorsqu'on est joueur? C'est un petit peu difficile, on essaye de se trouver un petit peu de temps. Pour la plupart des joueurs, on a tous un travail à côté, donc on essaye un petit peu de le gérer en se prévoyant un petit peu de temps de repos supplémentaire, quoi. Allez, on va revenir sur cette victoire du RCNG. C'était hier après-midi du côté de Kaufmann. Le résumé de la partie est signé Ghislain Fondevilla. Un premier pas vers les demi-finales pour le RCNG. Vainqueur ce week-end 17-12 face à Rodez, les Nîmois ont connu un match difficile. Dès la 22e minute, Mathieu Bégora écope d'un carton blanc. Nîmes, alors réduit à 14, subit les attaques de son arrière. Le RCNG reprend confiance à l'image de son capitaine Olivier Diamondé qui marque le seul essai du match à 2 minutes de la pause. Nîmes mène alors 11-3. Avec le pluie, c'est un match très difficile. Rodez est une bonne équipe, une forte défense. L'attaque, c'est très difficile. Après le match aujourd'hui, c'est mi-temps. Le deuxième mi-temps la semaine prochaine. Mais pour ce match, la deuxième mi-temps n'est pas à l'avantage du RCNG. Les Nîmois souffrent sous les impacts des avants ruténois et voient leur écart
L'ouvreur Thomas Howe trouve le chemin des perches sur des pénalités concédées par Rodez et permet à son équipe de finir le match avec 5 points d'avance. On va dire que c'est une bonne première mi-temps, c'est une première mi-temps gagnée, puisque la seconde se jouera la semaine prochaine. Après, ce qui est satisfaisant, c'est l'engagement qu'ont pu mettre les garçons sur le terrain, l'enthousiasme et la volonté qu'ils avaient de franchir la ligne. Je pense qu'il faut qu'on varie un peu plus le jeu, s'améliorer sur les transmissions. J'espère qu'on aura du beau temps. Et puis faire un match un peu plus complet. Phase de combat. Le match retour se déroulera dimanche prochain à Rodez et en cas de victoire, le RCNG pourrait jouer en Fédéral 1 la saison prochaine. Et on souhaite ardemment du côté de l'équipe de Sport Sud cette montée du RCNG en Fédéral 1. Rappelons donc que ce match aura lieu dimanche prochain à partir de 15h au stade de Pau-Lignon. C'est à Rodez, match retour, deuxième mi-temps évoqué par les joueurs, notamment Hugh Thomas, Laurent Diomandé. On parlait, on va dire, peut-être d'un regain en dedans. Est-ce qu'il y a eu une part de pression justement par rapport au piège posé par cette équipe de Rodez? Je pense qu'en plus c'est des matchs aller-retour. C'est le premier match où on recevait, donc peut-être que on savait pas tellement à qui on avait affaire. On a peut-être eu du mal à le gérer. Et puis c'est vrai que bizarrement dès le début du match on a pris l'orage et peut-être que on a eu du mal un petit peu à passer outre et à produire le jeu qu'on essaie de produire habituellement, quoi. On sait peut-être que aussi la pression de l'événement, l'air de rien, je pense qu'on s'est peut-être un petit peu mis la pression et on a appréhendé de manière un peu plus délicate l'événement que les matchs précédents. Vous évoquiez l'orage par rapport aux conditions de jeu, l'état du terrain, comment vous l'avez ressenti d'un point de vue personnel? C'est un petit peu surprenant déjà au mois de juin d'avoir un temps comme ça, et c'est vrai qu'on s'était un peu plus préparé à avoir depuis quelques temps on a des terrains qui sont un peu plus durs, et bon, ça excuse pas tout, hein. Je pense que il vaut mieux être dans notre situation que dans la leur avec la petite avance qu'on a, quoi, et on ira de manière conquérante à Rodez pour jouer crânement nos chances pour la montée, quoi. Sur la physionomie de la partie, on l'a vu sur ces images, un seul essai qui a été signé par votre frère, Olivier Diomandé, en fin de première période, 4 pénalités réussies par Youssou de Rodez. Vous l'avez dit, c'est la première rencontre. La première partie D'un point de vue psychique, la préparation est différente justement. On est obligé de faire le jeu, de pas trop se découvrir. Oui, tout à fait. On est obligé de prendre un peu plus le jeu à notre compte, et dans tous les cas, c'est toujours un petit peu délicat parce que c'est vrai qu'on sait pas trop où on va quelque part, quoi. Mais bon, ça fait partie un petit peu des aléas de ce championnat. J'espère on ira de manière conquérante, comme j'ai dit précédemment, à Rodez. Collectif, il y a quand même une belle récompense à la clé. On sait qu'à l'issue de cette partie, c'est le fameux match entre guillemets de la montée. Tout à fait. Je pense que tout le monde en est conscient, tout le monde a la volonté de bien faire, à voir tout le travail qui a été produit sur toute la saison. Je pense que je fais confiance à mes coéquipiers et aux entraîneurs pour bien préparer ce match retour. À Rodez, c'est gage de motivation. Allez, on va regarder le tableau des résultats de ces quarts de finale aller des playoffs Le match nul, 16 partout entre Arras et Boulogne-Billancourt. Chambéry qui est défait par l'équipe de Marseille 16-12. On l'a dit, victoire de Nîmes 17-12 face à Rodez. Enfin, Ajetmo qui l'emporte 24-20. Alors on sait bien évidemment que toute l'équipe est bien concentrée sur le match retour qui se déroulera dimanche après-midi à partir de 15h. Mais d'ores et déjà, est-ce que quand même, en tant que compétiteur, vous gardez un œil très attentif? Moi j'avoue que pas vraiment. On est vraiment sur l'étape suivante. L'étape suivante, c'est Rodez à Rodez, et puis après... On verra, on peut voir de toute façon sur le tableau que les écarts de score sont de plus en plus serrés. Marseille qui a dominé de la tête et des épaules le championnat, s'est trouvé confronté, je pense, à un adversaire, un premier de poule également. Donc je pense que ça va se jouer sur des détails. Avec un éclairage technique en direction de nos téléspectateurs, Laurent Diomandé, seulement 5 points d'écart. Par conséquent, il y a un point de bonus défensif.
qui se traduit. Tout à fait. Ils ont pris un point de bonus défensif. Ça veut dire qu'au match retour, il faudra, si on perd là-bas, il faudra qu'on ait le bonus défensif. Et ensuite, ça sera le cumul des deux scores qui comptera, quoi. C'est la particularité de ce championnat-là cette année. Alors on sait que sur la première partie du championnat, de la phase de poule classique, parfois qui vous a manqué parfois de peu, comment on fait justement pour, entre guillemets, se mentaliser pour essayer de marquer le plus de points, d'être le plus efficace? Tout à l'heure, Jean-Michel Meunier parlait de la question des transmissions de balles. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs de jeu que l'on travaille plus spécifiquement? Non, je pense qu'après on essaye de construire, que ce soit Jean-Michel ou les entraîneurs, on essaie de mettre un style de jeu en place. Ce style de jeu a fait ses preuves. Au final, on est une équipe quand même en construction. Jean-Michel n'est là que depuis cette année, avec l'arrivée de pas mal de joueurs d'ailleurs, et je pense que petit à petit on est arrivé à franchir des étapes. Le plus important au rugby, c'est vraiment la conquête, les phases de touche, de mêlée, même s'il n'y a pas de réelle poussée. Il y a juste un impact, mais le ballon est quand même disputé à ces endroits-là. Donc c'est des phases déjà qui sont importantes, et à partir de là, on essaye de construire un jeu quand même de mouvement pour pouvoir déplacer un peu les adversaires. Et on a des joueurs qui sont quand même mobiles, on essaie d'en profiter un maximum, et le but c'est de marquer le plus d'essais possible, quoi. Voilà, Yu Thomas ou Stéphane Mounier qui le suppléent de belle manière aussi. Et qui s'illustre match après match sous les couleurs du RCNG. Quelle va être la préparation d'ailleurs de l'équipe d'ici à la rencontre retour de dimanche après-midi? Je fais confiance à Jean-Michel pour nous concocter une belle semaine. Je pense que déjà ce soir on se retrouve pour qu'il nous fasse une analyse vidéo. Il faut savoir qu'on est tous sortis un peu du match, la tête dans les chaussettes, parce qu'on n'était pas très contents de la prestation qu'on avait fait. Donc je pense qu'on la prépare nous-mêmes, et je pense qu'il nous piquera un petit peu dans nos orgueils pour tirer le meilleur de nous sur le prochain match. Et on le sent dans les discours, que ce soit du coach ou des joueurs, on parle non pas de match mais de deuxième mi-temps véritablement. Tout à fait, je pense qu'il faut l'appréhender de manière comme ça. Après le match, on ne serait pas dans de meilleures conditions entre guillemets, si on aurait cette avance-là, mais on ne serait pas pour autant en Fédéral 1. Donc de toute façon, il fallait bien concevoir dans nos esprits que le match Rodez. Et cette deuxième mi-temps à Rodez se jouera donc, on l'a dit, dimanche après-midi à partir de 15h. Tout le pack de TV Sud espère pousser le RCNG vers la qualification pour ces demi-finales. Synonyme, on le souhaite bien évidemment, de monter en Fédéral 1. Merci Laurent Diomandé d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. On va observer une courte page publicitaire et puis on se retrouve pour la dernière partie de cette émission avec des représentants de l'USAM Nîmes-Gard, le club de handball masculin qui a réalisé une belle performance ce week-end du côté du Parnasse en obtenant son maintien dans l'élite du handball. Sur le plateau, le gardien William Notel et le coach Laurent Puisségur. À l'occasion du passage au numérique, tout le mois de juin, profitez de promotions exceptionnelles dans votre magasin Leader Coast Nîmes Ville Active. Pour tout renseignement, appelez Établissement Mourier, 60 ans déjà. Marre de la jungle automobile? Prenez la piste Mourier. Prix, garantie, service, vous le savez, tous les budgets sont gagnants chez Mourier, votre concessionnaire exclusif Hyundai sur Nîmes et Arles. Parce que le temps cède de l'argent. Mourier. Personne n'accepte de conseils, mais tout le monde acceptera de faire des économies. Mourier, 3 générations de concessionnaires. Lorenz Ricci, Calvisson.
des requins? Mais non, voyons, soyons copains. Les défenseurs de la mer donnent à voir et à savoir au Seaquarium Gros du Roi. De retour sur le plateau de Sport Sud pour la dernière partie de cette émission, après avoir évoqué la victoire du RCNG face à Rodez. Place au handball avec un moment heureux de ce week-end sportif nîmois. C'était le Parnasse qui vibrait samedi soir pour la victoire de l'USAM Nîmes-Gard et le maintien de cette équipe de handball masculin de Nîmes en D1 masculine. Donc le maintien dans l'élite du handball, c'est quelque chose qu'on avait souhaité annoncer, réaffirmer sur ce plateau tout au long d'une saison, vous le savez, qui n'a pas été simple pour nos invités présents ce soir. On est très heureux de revenir avec eux sur ce match. Cette saison 2010-2011. Laurent Puisségur, bonsoir. Bonsoir. Et puis à vos côtés, l'un des artisans de ce maintien, William Anotel, bonsoir. Bonsoir. Merci messieurs d'être présents avec nous pour faire le bilan de cette saison 2010-2011. Le premier sentiment, William, c'est que lorsqu'on sait tout ce que le collectif, tout ce que l'équipe a traversé tout au long de cette saison, jusqu'au début des matchs retour, se retrouver à domicile pour le dernier match de championnat avec un Parnasse qui sonnait bien plein, on ressent quoi en tant que joueur ? Bon. Ça a été une saison remplie d'émotions, hein. On est passé même par toutes les émotions, beaucoup de tristesse sur la phase aller avec 2 points à la moitié du championnat et une phase retour digne d'un 4e avec 16 points amassés. Donc une saison où on peut être peut-être déçu, triste, mais en même temps tellement heureux de se maintenir sur une dernière journée à domicile que c'était un moment où il fallait profiter, et c'est ce qu'on a fait. Ce revers après coup, est-ce qu'il y a eu une mentalisation particulière avant la réception d'Ivry après le revers à Nantes ? Un petit peu, oui. Ouais, il y a eu un gros changement le lundi en fait. On a fait une petite réunion et il y avait des choses à mettre au point parce qu'il restait une semaine et qu'il fallait vraiment être dans l'objectif à 2000%. Donc il y a eu quelques petites remises à niveau, je dirais, et la semaine s'est vraiment très très bien passée. Les gens étaient très investis et impliqués et ça s'est vu en match après. Quand vous dites une remise à niveau, est-ce à dire que vous avez rappelé certains principes de ceux qui avaient été fixés en début d'année, en janvier, lorsque vous aviez, on va dire, donné un petit peu cette mission, entre guillemets, commando à vos joueurs ? Pas spécialement, parce que moi je me suis mis dedans aussi. Je crois qu'on a cru à un moment donné qu'on allait être sauvé grâce aux résultats des autres. Et on a attendu 3 semaines ça s'est pas arrivé. Et quand il a fallu se remettre au boulot, c'est encore plus compliqué quand ça fait 15 jours que tu attends, que tu t'entraînes pas à 100% mais à 80%. Donc il fallait vraiment mettre un coup de collier sur la dernière semaine et il fallait que tout le monde soit conscient de l'enjeu et de l'objectif et c'est ce qui a été le cas. Ivry qui était aussi en position délicate au classement avant ce déplacement en terre nîmoise qui a été nettement battu samedi soir au Parnasse. Je vous propose ce résumé de la partie signé Ghislain Fondevilla. L'USAM continuera d'évoluer en première division la saison prochaine. Parnasse, les joueurs de Laurent Puisségur ont réalisé un match quasi parfait pour la 26e et dernière journée du championnat. On fait un démarrage trop crispé et après avec en resserrant les boulons en défense, en mettant plus de hargne, de combativité, on leur a fait un peu péter les plombs, quoi. Faut dire ce qui est, quoi. Ils ont craqué et du soulagement et puis très heureux pour les coachs parce que ça a été une année difficile, c'est de super émotions et sans déconner quoi, et sans exagérer, ça vaut des championnats du monde. Malgré 10 minutes difficiles en début de rencontre, les Nîmois mènent 14-12 à la pause. De retour des vestiaires, l'USAM profite de son avance et enfonce le clou en seconde mi-temps. Nîmes finit 10e au classement général, un bon résultat pour le dernier match de l'entraîneur nîmois. Ce qui m'a plu, c'est qu'on avait un projet de jeu, on savait qu'ils avaient un jeu quand même assez stéréotypé sur leur pivot, etc. Et ça s'est passé, à part les 10 premières minutes où je crois qu'on a eu... Et je voyais des visages un peu blancs et c'était un peu compliqué.
Les 50 minutes d'après, on est resté complètement dans le plan de jeu, que ce soit offensif et défensif. Et puis on voit, 30-21 contre Ivry, voilà, c'est une très belle perf pour mettre un point final à la saison. Avec cette large victoire de l'USAM, Nîmes pourra continuer d'encourager la saison prochaine une équipe qui jouera de nouveau parmi l'élite. Et beaucoup d'humidité dans le vestiaire de l'USAM après cette victoire et après ce match au Parnasse. William Onotel, voir ces images justement de ce vestiaire qui partage cette fête, cette joie à l'issue du maintien acquis. On l'a dit, à l'issue de cette saison. On ressent quoi là dans le vestiaire? C'est une explosion, c'est quoi? Ouais, c'est une explosion partagée, il faut vraiment le préciser. C'est une émotion qui nous appartenait, c'était vraiment propre à notre groupe. J'inclus dans notre groupe les joueurs autant que notre staff, entraîneur, kiné, docteur. Et manager général, que j'oublie pas Christian, sinon il va faire la gueule. Mais on était depuis 6 mois en mission commando, et se maintenir et pouvoir partager avec tout ce groupe autant d'émotions, ça a été vraiment quelque chose de jouissif, il faut employer les termes. Donc moi je me suis régalé pendant 6 mois avec des gens qui ont crevé la dalle sur le terrain, qui se sont dépouillés, et je crois qu'on était les seuls à croire en nous, et au final ça paye. Et on met une leçon de handball à Ivry sur la deuxième mi-temps, et 30-21 contre une équipe d'Ivry, ça fait toujours plaisir. On l'évoquait dans le résumé, 10 premières minutes difficiles. Laurent Puisségur, dans l'interview, visage blanc, il y avait une pression particulière au sein du groupe en début de match? Mais je ne mettrais pas le terme de pression, mais plus de tension, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'enjeux sur ce match, et parfois l'enjeu fait déjouer, donc c'est ce qui s'est un peu passé, je pense, sur le premier quart d'heure. Et toute cette tension, il a fallu se libérer et travailler pour se libérer. Ça a mis un peu de temps, et une fois que ça a marché, tout a roulé comme sur la deuxième partie de saison. Mais c'était dur, on voulait tellement notre maintien que des fois voilà, ça empêche et ça fait mal jouer. C'est ce qu'on a pu montrer sur la première partie. Aussi dans le reportage, comment vous avez réussi à enrayer, on va dire, entre guillemets, le stéréotype du plan d'Ivry et des pièges posés par cette équipe, notamment avec ce système autour de leur pivot? En regardant les vidéos, en travaillant un peu. Mais c'est vrai que ça faisait 3-4 matchs qu'on voyait qu'ils avaient une défense 0-6 qui était toujours la même, avec beaucoup de soutien sur les intérieurs. Et venir leur soutien pour créer du surnombre après de l'autre côté. Et on a quasiment fait ça tout le match. Offensivement, l'important était, c'est des grands gabarits qui sont un peu lourds. Donc si tu les laisses courir, c'est compliqué. Par contre, dès que tu les prends sur leur premier pas, même en étant petit, tu peux rivaliser avec la puissance. Et c'est ce qu'on a fait sur les 50 dernières minutes. Et on les a fait exploser. Avec ce score en faveur de l'USAM, nettement 30-21, plus 9. C'est même la plus large victoire de l'USAM cette année au cours de cette saison. Alors c'est le paradoxe, on va dire, de la plus large défaite de moins de 12 victoires. Est-ce que c'est significatif justement un petit peu du profil de la saison de l'USAM? Pas trop de la fin d'année là, mais je crois que le match de Nantes, ça a été un accident un peu. On n'y est pas allé dans les meilleurs. Je crois qu'on n'avait pas vraiment envie d'aller gagner ce match. Donc c'est vrai que quand on s'est retrouvé un peu pris dans l'été noir, ça a été compliqué et on a lâché l'affaire. Mais autant Ivry, je vous dis qu'après la semaine qu'on avait passée, il y avait quand même beaucoup de confiance. Eux étaient dans une situation quand même encore plus délicate. Affilé, je crois. Donc voilà, et puis on savait que le groupe allait tenir le coup jusqu'au bout. Ça a été compliqué, il y a eu des remous pendant toute l'année, notamment au mois de décembre, au mois de janvier, ont été vraiment compliqués. Mais la force d'un groupe nous a montré qu'on pouvait renverser des montagnes et arriver à faire des choses extraordinaires. Retour sur ces moments de partage au sein de l'équipe nîmoise samedi soir au Parnasse, juste après le coup de sifflet final. La joie de l'équipe et quelques minutes après la fin de cette partie. Vu notre première partie de saison, je peux vous dire qu'on revient de très 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 loin. Et si j'avais pas eu des gars avec un mental énorme, et si on s'était pas... je vous assure que ça a été compliqué. Le mois de janvier, il a fallu vraiment remettre tout le monde à l'endroit. Tout le monde est parti dans le projet, tout le monde a voulu et... Ce qui me fait vraiment plaisir, c'est ça, c'est que voilà, on voit la joie des joueurs et l'objectif. Je
je pars avec le sentiment du devoir accompli. Partir avec le sentiment du devoir accompli, c'est finir William Notel sur une bonne note cette saison. La notion de mental, on sent que c'est ce qui a été le fil conducteur. C'est ça et que ça. Quand on fait une phase aller où on ne gagne pas de match, où on perd les matchs d'un but, c'est toujours très compliqué. Je pense que des groupes auraient pu exploser, là où nous, psychologiquement, tout le monde, comme l'a dit Laurent, a faire cette mission commando et quand on sait qu'on a 8 joueurs qui s'en vont cette année et que les 8 joueurs, même s'ils n'ont pas de club, se sont filés jusqu'à la fin du championnat, en risquant des blessures, en risquant beaucoup de choses physiquement, je pense qu'il y a des groupes qui ne l'auraient pas fait. Nous, on l'a fait et notre histoire se terminera là-dessus cette année, donc un beau maintien. Et on a vécu une année extraordinaire d'émotions et d'aventures humaines. Donc c'est vraiment une année, une des plus dures que j'ai fait dans tous les cas. Du fait de votre expérience, justement, j'allais vous demander qu'est-ce que vous retiendrez, vous, de cette année. En quoi cette année vous a enrichi qu'a rencontré l'équipe? Elle m'a enrichi sur plein de choses, sur le fait de ne pas lâcher déjà, parce que beaucoup de gens nous avaient condamnés et puis au final, on est toujours là. Sur les aventures humaines, sur les mauvaises et les bonnes rencontres, mais il y en a toujours des mauvaises comme partout. Sur pas mal de choses, voilà, bon, je retiendrai que le meilleur, on va dire, ce sera plus simple. Allez, on va revenir sur les résultats de cette 26e journée du championnat de France de D1 masculine avec la victoire donc de l'USAM samedi soir au Parnasse face à Yves. En même temps de Dijon 30-26 face à Nantes, Istres qui s'impose assez nettement 31-24 devant Toulouse, Saint-Cyr qui s'impose de 4 buts 31-27 devant Cesson, 4 buts d'écart là encore entre Dunkerque, vainqueur de Chambéry. Montpellier l'emporte de 5 points et 5 buts 35-30 face à Saint-Raphaël. Enfin, le Paris Handball s'impose de 2 buts 28-26 face à Tremblay en France. Quel sentiment général vous inspire la lecture finalement, Laurent, du niveau général de l'élite du handball de cette saison 2010-2011 par rapport aux forces en présence et au niveau de jeu proposé par les différentes équipes? On a 2 équipes qui sortent quand même du lot, c'est Montpellier et Chambéry. Je crois que Chambéry a fait vraiment une très très belle saison. Ils se sont un peu épuisés sur leur poule de Ligue des Champions, mais ils nous ont quand même proposé des matchs vraiment très intéressants et moi je me suis régalé à les regarder. C'est vrai qu'en fin de saison ça a été un peu plus difficile pour eux. Après on a un noyau avec Dunkerque, Tremblay, Nantes, où on peut rater, où ça joue les Coupes d'Europe. Le niveau est intéressant. C'est meilleur que les niveaux allemands ou les niveaux espagnols, les milieux de tableau, quoi. Donc ça c'est intéressant. Et puis après il y avait 8 équipes derrière qui se battaient comme des chiffonniers. Donc ils ont eu l'impression qu'à un moment donné il n'y avait plus que 7 équipes pour une place, puisque nous on était déjà condamnés. Mais ça a fini à 8 équipes pour 2 places. Et le niveau était vraiment très 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 homogène. On va voir justement ce classement final de la saison 2010-2011 avec le titre de champion de France, rappelons-le, pour Montpellier qui finit avec 6 points d'avance sur Chambéry. Dunkerque, la 3e place avec 37 points. Saint-Raphaël et Nantes figurent 4e avec 30 points, 6e Istres à 27 points. Un point d'avance sur Tremblay en France qui occupe le 7e rang. 8e place pour Saint-Cyr avec 20 points. Cela fait 2 points de plus que Toulouse et donc Nîmes qui sont 9e ex aequo. 11e le Paris Handball avec 17 points. 12e, on va dire d'une bonne différence de but particulière. Cesson 13e et 14e, Dijon pour la place de Lanterne Rouge. Curieux aussi de voir le renversement des choses. Le 3 novembre, Dijon battait de 5 buts l'USAM. Mais est-ce qu'à ce moment-là de la saison, on aurait pu imaginer que Dijon se retrouve dernier finalement, alors que Nîmes était Lanterne Rouge, bien ancré en plus à cette place? Oui, la preuve. Ouais, mais le sport, si la beauté et la valeur, c'est que jamais rien n'est acquis et qu'il faut toujours remettre l'ouvrage, comme on dit. Donc voilà, je crois qu'Ivry, ils ont eu très très chaud et ils sont passés pas loin du boulet. Et je crois qu'ils se sont sentis sauvés bien tôt et on voit qu'après, mentalement, pour revenir dans la compétition, c'est vraiment extrêmement compliqué. Donc voilà, mais l'espoir fait vivre.
Et il nous a fait vivre pendant tout 2011. Juste perdu un match contre Montpellier de 2 buts et que tout le reste on a gagné. Donc j'espère que le Parnasse restera inviolé encore sur la suite de 2011. William Hanotel, Laurent Puisségur évoquait cette défaite que de 2 buts face à Montpellier. Il y a eu aussi une autre défaite de -2 à Chambéry. C'est quand même entre guillemets une performance que peu d'équipes ont réalisée cette saison. Ça nous permet d'évoquer bien la défense limoise, deuxième meilleure défense du championnat. On imagine que ça devait être parfois un rage de savoir que l'une des meilleures défenses du championnat était dernière au classement. Non, enfin, j'avais même pas pensé plus que ça. Ce que je sais, c'est qu'on s'était basé pour avoir que notre force cette année soit la défense. Et là, on remplit un contrat avec une copie plus que correcte. Après l'attaque, je dirais que ça ne me regarde plus. Moi, mon job, c'est d'être derrière et d'essayer de me battre pour que ça rentre pas. Et là où mes collègues m'ont plus qu'aidé, parce que tous ces petits chiens fous, les jeunes, les moins jeunes, il y a une débauche d'énergie et une envie de... Quand on se trouve derrière les 6 mecs qui ne trichent pas et qui ont envie de tout croquer, on a envie de se mettre sur le même diapason et de mettre sa pierre à l'édifice. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire à tous les matchs et j'ai essayé de faire le mieux possible. Et avec Émile, je pense qu'on a fait une saison où on a été complémentaires et où en tout cas on n'a pas triché avec le groupe et on a donné tout ce qu'on pouvait. Avec 4 équipes qui sont en dessous des 700 buts encaissés tout au long de cette saison 2010-2011, la meilleure défense pour Montpellier, le champion de France, avec 660 pour l'USAM. Et puis on retrouve également Tremblay en France, 3e meilleure défense, ainsi que Cesson qui est avant-dernier et condamné à la relégation, 695 buts encaissés. Donc on le voit, ça a été peu évident pour des équipes qui ont plutôt bien défendu tout au long de cette saison. William Hanotel, Laurent Puisségur évoquait le groupe, les jeunes, les cadres, tout ce collectif qui a fait, on va dire, la réalité de ce maintien en championnat. Quelle est votre appréciation sur la sélection en équipe de France junior de Steve? Ravi pour Steve. Steve est un garçon vraiment très attachant, un gros bosseur. C'est quand même quelqu'un qui travaille toute la journée et qui vient s'entraîner après le soir et qui est en train de passer un BTS et qui fait du sport de haut niveau et des études et qui arrive très bien. Et voilà, il va partir au championnat du monde de jeunes, ça va lui faire une belle expérience. Et à travers lui, je souhaite aussi souligner la belle saison qu'on a fait signer l'année dernière. Et puis d'un gars qui est arrivé cette année qui s'appelle Benjamin Galiego et qui a crevé l'écran et qui est arrivé de N1. Et vraiment, ça c'est des mecs en or et c'est des mecs, j'espère, qui feront l'ossature de l'équipe dans quelques temps. Pour la saison 2011-2012 avec l'USAM, on le rappelle qu'il sera donc bel et bien en D1 masculine l'année prochaine. J'imagine en regardant le classement, William, que vous avez été attentif à la 3e place de l'équipe de Dunkerque. C'est le moment des bilans pour vous avant sur toutes ces saisons passées sous les couleurs de l'USAM. Moi, je suis conscient, tout à fait lucide que l'USAM m'a permis, entre guillemets, une révélation et de me permettre de me mettre au grand jour en D1. Après un petit passage à Nancy où j'avais lancé la piécette et loin n'était fait mon retour. Donc je dois beaucoup de choses à ce club, j'y ai fait des rencontres extraordinaires, d'autres, comme je disais tout à l'heure, moins bonnes, mais je reste sur du positif, j'ai eu du temps de jeu, j'ai vécu des moments, même si c'était des maintiens pendant les 3 ans. Et surtout, ça rapproche les gens parce on veut se battre, on veut montrer qu'on a notre place, et on a réussi ces 3 dernières saisons, donc je me sens fatigué, je sors de cette saison, j'ai hâte d'être en vacances, mais je suis tellement fier de notre groupe et de toute cette traversée du désert de cette année que je sors grandi, heureux, et un autre challenge m'attend l'année prochaine. Il faudra se battre déjà pour avoir du temps de jeu, il va falloir se battre pour rentrer dans les objectifs du club qui ne seront plus du tout les mêmes. Donc c'est des choses que je ne connais pas, que je vais apprendre à connaître, et c'est vraiment un défi que j'avais envie de relever et je ne regrette en aucun cas mon choix de parcours. Et l'un et l'autre, est-ce que le Parnasse va vous manquer? Moi je serai pas loin, donc je pourrais y revenir, et puis j'ai quand même beaucoup d'amis ici, donc je me ferai un plaisir de venir en spectateur voir les matchs. Et puis voilà, il faudra que je me dédouble un peu parce qu'à Montpellier aussi je sais qu'ils m'attendent aussi.
Mais Vous êtes demandé. mais c'est bien, hein, je vais avoir le temps de pouvoir le faire, donc ça sera parfait. Pour vous, William, il y a un forcément un match que j'ai hâte de jouer. J'espère qu'il ne va pas être trop tôt, histoire de bien l'attendre et de le savourer. Mais bien sûr que j'ai tellement d'émotions dans cette salle et j'ai tellement découvert un bon public et voilà que j'ai envie d'y rejouer. Je suis triste d'en partir. Et oui, j'espère que la saison sera bonne pour l'USAM l'année prochaine. En tous les cas, je le souhaite à mes coéquipiers. On vous le souhaite en tout cas, messieurs, encore quelques entraînements d'ici la fin de semaine et puis ensuite la préparation pour la feria. On finit le petit temps libre pendant la feria, mais on va continuer un peu à faire un peu de sport quand même avant les vacances. Très bien, en tout cas, félicitations pour ce maintien et merci d'être venu tout au long de cette saison justement pour venir commenter à nos côtés l'actualité de l'USAM Nîmes-Gare. On se retrouve non pas justement la semaine prochaine sur le plateau de Sport Sud, because lundi de Pentecôte, donc férié, donc feria et rendez-vous à l'Impérator, vous le savez, tous les jours pour le direct des aléas de la feria. Sport Sud est de retour le lundi 20 juin pour les 2011. Très belle soirée sur TV Sud et à la semaine, 15 jours prochain, bien évidemment, pour le prochain numéro. Dans un instant, la météo et le journal de la rédaction. Bonne soirée, au revoir.